Bonjour, nous allons pouvoir démarrer d'ici quelques minutes en attendant que toutes les personnes nous rejoignent, tous les participants nous rejoignent sur le webinaire. Je vais couper le micro pour l'instant. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire Retour d'expérience DevOps et Azure. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, il est 11h, presque 4. Rendez-vous était à 11h. Donc je suis Amel Leland, je suis directeur adjoint Expertime, en charge des sujets d'innovation. Je suis accompagné aujourd'hui de Kevin Menant, qui est un architecte Azure Apps et DevOps. Bonjour. Voilà. Donc Expertime, si vous ne connaissez pas, et par rapport à nos activités aujourd'hui, c'est l'expertise, l'innovation applicative et le conseil sur les solutions cloud data IA Microsoft. Donc aujourd'hui, on va parler Azure, DevOps, vous partagez un retour d'expérience sur un projet de marketplace B2B. Donc en fait, ça va se dérouler en 3-4 parties. On va présenter le contexte et ses enjeux. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur Azure et les sujets DevOps, les outils, la méthodo. Une petite conclusion sur cette expérience, et puis vos questions et j'espère nos réponses éventuelles. Alors, contexte et enjeux. Présentation du cas Marketplace B2B. Alors, le projet, la problématique, ses enjeux, nous a été confié en fait de réaliser un projet de refonte applicative d'un outil cœur de métier, on va dire d'un système d'information pratiquement. En l'occurrence, une marketplace pour un leader du secteur immobilier, marketplace au travers de laquelle transite en fait une grande partie des offres ventes et locations du secteur immobilier en France et dans les territoires français au-delà de la métropole. Voilà, donc quelques données métiers par rapport à ça. Ça représente 13 000 utilisateurs professionnels, donc des agents immobiliers, 3 000 agences en fait. Ça représente également un demi-million de mails par mois. Voilà, donc quand même une activité importante. C'est aussi une problématique dans un environnement B2B, bien sûr, de compatibilité avec des logiciels professionnels. Donc, on a pu assurer une compatibilité avec 32 logiciels métiers du monde de l'immobilier. Et en termes d'activité, c'est plus d'1 million de pages vues et 20 000 visiteurs uniques par mois. Ça représente aujourd'hui entre 8 et 9 millions de requêtes API par mois également. Et c'est en gros 1 million d'affaires gérées. Donc en fait, ça veut dire 1 million de, entre guillemets, appelons ça des contrats, des offres, des produits qui sont gérés au travers de cette plateforme et donc stockés en base de données. D'un point de vue projet, ça représente 1500 jours hommes en termes de développement, de réalisation, d'intégration.
En moyenne, c'est 5 développeurs. Alors voilà, avec évidemment une équipe dédiée, aussi bien de pilotage, d'architecture, de problématiques d'expertise, d'intégration front-end, etc., etc. Il y a évidemment l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a évidemment des problématiques liées à l'UX, liées, comme je disais, au sujet front-end, et bien sûr toute la problématique d'architecture, on va le voir, et de conception, qui est fondamentale. Ça représente 450 builds en phase projet. Donc ça veut dire que on a produit 450 entre guillemets versions de la solution en phase projet. Et en run, c'est quasiment deux releases quotidiennes. Alors on va comprendre pourquoi. On ne relivre pas une solution complète. Hein. On a une architecture de service, donc on va relivrer des améliorations, des corrections, des évolutions qui vont être sur une partie, et tout cela sans provoquer d'interruption de service et sans dégradation, donc de manière complètement transparente d'un point de vue utilisation et business. Alors, un schéma fonctionnel très macro parce que il ne fait pas apparaître la complexité de la solution en tant que telle. Hein. On n'a pas ouvert le capot là. L'idée, c'est de pouvoir proposer un outil de gestion qui soit à la fois pratique, simple et, comment dirais-je, intégré pour la société qui donc en charge de motoriser et de proposer toutes ces annonces immobilières. Donc, au travers d'un back-office, on va pouvoir administrer et gérer l'ensemble de ces offres et de pouvoir exposer donc à différents cas d'utilisation. Donc, en l'occurrence, deux cas, hein, qui d'ailleurs ne sont pas, comment dirais-je, forcément toujours dissociés. Donc, le cas d'agences, d'opérateurs qui possèdent des logiciels spécifiques, donc compatibles avec la solution, qui vont donc pouvoir se brancher directement sur une API publique. Et puis le cas complémentaire ou alternatif d'opérateurs qui vont pouvoir se brancher sur une solution web mobile, donc utiliser un front-end dédié. À savoir que cette solution en tant que telle est vraiment un cœur, core business en termes d'implémentation et de solutions applicatives, et que l'ERP, en fait, qui apparaît ici sur le schéma, n'est en fait utilisé et branché que pour les problématiques de facturation. Tout l'aspect métier est complètement géré sur la plateforme. Alors, les enjeux sur une telle solution, sur une telle marketplace B2B, c'est évidemment de pouvoir être scalable. Alors, les enjeux qu'on présente ici sont un petit peu génériques, hein, bien sûr, génériques et on va dire peuvent s'appliquer aussi dans le cas de marketplace qui vont être plutôt orientés retail B2C, mais plutôt donc dans notre cas dans un contexte B2B. Donc la scalabilité, c'est-à-dire l'évolutivité, la possibilité de dimensionner de manière simple, de manière fluide, on va dire quasiment naturellement, de manière à accompagner la croissance du business. Si on fait plus de business, on a plus d'offres, eh bien, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir suivre d'un point de vue technique, d'un point de vue performance, et donc de se limiter. Il ne faut pas que la plateforme et que l'aspect technique devienne un goulot d'étranglement aux opérations et au business. Et donc, il faut comprendre qu'une marketplace B2B, en l'occurrence, dans ce cas-là, surtout, c'est plutôt une business platform. Donc, une business platform, voilà, donc c'est encore une fois, c'est core business solutions. On pourrait parler, c'est aussi stratégique et aussi important pour un opérateur tel que celui-là, que son ERP, c'est vraiment son usine, c'est son moteur
entre guillemets, de commerce, de business. Donc on parle de sécurité, de fiabilité, de disponibilité. Tout ça sont vraiment des impératifs. On ne peut pas passer à côté, sinon c'est l'ensemble du business qui est en danger. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il faut architecturer, d'un point de vue technique, les choses de manière modulaire. Ne pas faire de grands ensembles, parce qu'on arrive quand même à un niveau de complexité important, avec beaucoup de lignes de code, avec beaucoup de fonctionnels. Donc, il faut vraiment proposer une architecture de service. Cela permet d'opérer plus facilement différents canaux. Hein, on a vu, on a des API, on a du front-end, on peut faire du web, du mobile. Si on veut construire d'autres solutions, d'autres canaux applicatifs, eh bien, il sera tout à fait possible de pouvoir s'y brancher. Et encore une fois, la plateforme et l'architecture ne sera pas un frein à cette évolutivité. Une architecture de service, parce qu'elle va forcément donner de l'ouverture également, peut garantir l'intégrité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dupliquer, on ne va pas répliquer un certain nombre de choses, et donc on va éviter la distorsion dans le temps. Il faut aussi pouvoir maîtriser ses coûts d'opération. C'est-à-dire qu'on a parlé de scalabilité, mais il faut aussi savoir être en maîtrise de ce que ça coûte pour pouvoir héberger, motoriser. Ça doit être fonction de la performance business. Effectivement, on doit avoir quelque chose d'assez entre guillemets linéaire, voire le plus réduit possible. Idéalement, plus on traite de volume, plus entre guillemets la part de coût de fonctionnement en pourcentage doit être minime. En tout cas, il ne faut pas qu'elle dépasse ou qu'elle devienne exponentielle à mesure que on augmente les volumes, à mesure qu'on augmente la fréquence, etc. L'adoption, alors là, c'est plus une problématique usage métier, c'est fondamental, dans le cadre du B2B notamment, que l'apport d'une solution digitale et d'une plateforme, peut-être qu'une business plateforme comme celle-là, ne remette pas en cause des process métiers établis. C'est-à-dire, il y a une façon de travailler, il y a des règles, il y a une coutume, entre guillemets, hein, il y a un droit voilà, qui s'applique, il y a des lois, et c'est pas en apportant une plateforme, une solution digitale, que peut passer outre, voire complètement remettre en cause ses habitudes, ses acquis, ses process métiers. Il faut proposer du mieux, du plus, mais éviter un maximum de contraintes. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de garantir une adoption dans un contexte, on va dire, très professionnel. Et le time to market, donc ça, on va y revenir aussi. C'est la possibilité de pouvoir facilement et rapidement proposer des nouveautés, des ajustements, des correctifs. L'aspect technique ne doit pas être un frein. Il faut pouvoir faire des évolutions fonctionnelles rapides et surtout fréquentes. Alors, comment faire tout ça? Mais en effet, parce que bon, voilà, on a tous ces enjeux, on a beaucoup de choses à réaliser avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'opportunités. En fait, c'est une réponse, une double réponse, une réponse assez globale qu'on a pu mettre en œuvre. C'est à la fois de pouvoir proposer une architecture cloud dans Azure, une architecture plutôt plateforme as a service, PaaS, alliée aussi à une conception logicielle sous forme de microservices et avec un outillage, une méthodologie DevOps. Donc l'architecture va nous permettre de manière entre guillemets c'est naturel, l'architecture cloud en mode PaaS, d'assurer de la haute disponibilité, de pouvoir répondre aux enjeux de scalabilité et de simplifier l'aspect maintenance technique. Voilà, on n'a pas de sujet hardware, on n'a
pas de sujet OS, machine. On ne gère que du logiciel, que de l'applicatif, que du service. Et la partie microservice plus DevOps, l'idée, c'est de pouvoir apporter de la modularité, de l'agilité, voilà, de ne pas faire des ensembles trop grands, trop monolithiques. Donc, par là même, de pouvoir proposer de l'évolutivité beaucoup plus facilement et naturellement, de manière beaucoup plus maîtrisée, et donc de faire du delivery, on en a parlé, voilà, des évolutions fonctionnelles constantes, rapides, fréquentes, delivery haute fréquence. Alors, justement, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une architecture cloud, laquelle, et qu'est-ce que ça veut dire faire du microservice et du DevOps? Comment on s'y prend? Quel est, entre guillemets, l'état de l'art? Donc, les briques essentielles du cloud Azure et les concepts DevOps. Alors, très rapidement, sur Azure, bon, aujourd'hui, Expertime, en tant que partenaire Microsoft, travaille sur Azure depuis le début, donc ça fait quand même quelques années. Aujourd'hui, voilà, c'est pour nous l'offre de technologie cloud qui est la plus importante sur le marché, dans un usage professionnel, plutôt entreprise. Donc c'est des centaines de produits, services qui vont pouvoir être adaptés et utilisés dans tous les domaines, entre guillemets, de l'informatique au sens large. Donc voilà, tout ce qui va être problématique de data, tout ce qui va être problématique de migration, de développement, de réseau, de calcul. Voilà. Bon. Donc ça représente aujourd'hui 54 régions dans le monde. Donc c'est une région étant composée de plusieurs data centers, 140 pays. Particulièrement Azure et Microsoft mettent un point d'honneur à avoir comment dirais-je, une dimension éthique et responsable par rapport à tous les enjeux, et notamment ceux qui sont traités au niveau européen à travers la RGPD. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel Microsoft apporte entre guillemets une exigence et une réponse forte. Et puis c'est également plus récemment, voilà, en termes de services, en termes de possibilités, des choses clés en main pour faire du big data, de l'IA. C'est tout l'enjeu également, c'est de pouvoir avoir une puissance de calcul et des possibilités de stockage vraiment très importantes, à très grande échelle. Alors, les modèles cloud, rapidement aussi pour expliquer en fait les différentes possibilités et quel a été notre choix. Je vais passer la main à Kevin. Yes. Alors, globalement, il y a 4 principaux modes de déploiement. Le plus connu de tout le monde, c'est le on-premise. Donc, c'est, entre guillemets, bêtement, c'est déployé chez nous sur un gros serveur où on doit gérer du coup le hardware, acheter le serveur, gérer les machines virtuelles qui sont dessus. Donc, avec des équipes qui sont dédiées pour ça, il faut renouveler le parc, il faut mettre à jour les machines, etc. Donc, ça, c'est le mode un peu classique. Généralement, c'est ce qui est utilisé pour une application qui doit rester confidentielle, avec des données qui ne doivent surtout pas sortir du cadre de l'entreprise, etc. Et c'est historiquement ce qui se faisait avant que le cloud arrive. Ensuite, on a l'étape intermédiaire, qui va être l'infrastructure de service. Donc, en fait, c'est plus ou moins la même chose que du on-premise, sauf qu'on ne gère plus les serveurs qui vont héberger les VM. On ne gère plus que les VM qui sont, du coup, elles, dans le cloud. Donc ça, c'est l'étape intermédiaire. C'est assez facile à migrer depuis du on-premise vers cette étape-là, parce qu'au final, les VM, c'est exactement le même principe que ce que vous avez sur du on-premise classique. Par contre, on a toujours le problème de devoir patcher la VM, arrêter la VM pour pouvoir faire le patch dessus, etc. Donc, avec de l'interruption de service, ou alors il faut du coup répliquer les VM, etc. Donc ça pose quand même tout un tas de problèmes qu'on peut éviter si on passe sur du coup une solution plateforme de service, donc PaaS, comme ce que disait Amel tout à l'heure, qui elle ne nous demande que en fait de gérer la partie purement applicative et donnée. Quand on met data dans le schéma, là, ça veut dire qu'on n'a pas du tout à gérer la partie vraiment installation du serveur SQL, par exemple, mais juste les données qu'on va mettre dans le serveur SQL. Et dans la partie application, on ne va pas gérer le serveur qui héberge l'application, on va juste gérer l'application
et notre code, les paramètres pour que notre code fonctionne, mais uniquement ça, pas du tout de patch à faire. Les patchs sont faits de manière transparente, pas d'interruption de service, pas de mise à jour à faire. On ne s'occupe que en fait, de ce qui a de la valeur ajoutée. En fait. Patcher une VM pour fixer un patch de sécurité, pour le client final, ça n'a aucune valeur ajoutée. En fait. C'est juste, entre guillemets, du travail en plus à faire de notre côté. Et après, il y a le software as a service qui est ce que vous connaissez sur les services comme Salesforce, comme des choses comme ça, où là, on n'a absolument plus rien à faire, on ne fait que consommer. Donc là, c'est un récapitulatif en gros de ce qu'on a dit un petit peu avant. Globalement, oui, ça, si on récapitule, c'est vraiment le pass maintenance simplifié, parce qu'on n'a du coup pas de maintenance à faire de la VM. C'est très facile du coup à implémenter en mode DevOps, parce que surtout dans des outils comme Azure DevOps ou TFS, tout est déjà préconfiguré pour qu'on ait très facilement moyen de déployer, que ce soit du .NET, du PHP, n'importe quoi en mode pass. Tout est très simplifié. Donc c'est vraiment la solution idéale, et on voit beaucoup de DSI aujourd'hui qui insistent pour migrer vers du full pass, justement pour plus avoir à s'embêter avec toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir avant sur du on-premise ou sur de la VM. Donc là, le schéma, donc la petite animation qu'on a repiquée à Microsoft, on ne va pas se le cacher. Vous l'avez peut-être déjà vu avant. En gros, ça résume ce qui se passe généralement sur un déploiement classique, comme on pouvait faire avant chez des clients qui sont sur du on-premise, c'est-à-dire que on fait un package, on fait une doc pour pouvoir dire comment livrer le package, on balance tout ça à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le projet et qui est 100% opérationnel infra, qui livre le truc, et on a quand même un gros pourcentage de sens qu'à la fin, ça ne marche pas. L'idée en fait de DevOps, c'est de plus avoir ce mode-là, et qu'en fait le wall of confusion qui est au milieu, en fait disparaisse, et que les ops soient intégrés et fassent partie intégrante du projet, comprennent ce qu'on fait, et qu'il n'y ait plus effectivement cette séparation entre les deux. Du coup, comment on résolvait avant généralement un problème sans le mode DevOps? En gros, on disait contactez votre support. Le support est contacté. Eux, ils ne sont pas du tout au courant du projet. Potentiellement, ils ont livré 36 packages de 36 projets différents la veille. Ce n'est pas vraiment leur sujet. Et en fait, le dev et l'ops vont se renvoyer la balle en disant l'infra a l'air bonne, c'est du coup avec un problème de code. Et le dev qui va dire moi, mon dev, ça marche sur ma machine, ce qu'on entend très souvent. Donc, du coup, le problème, il n'est pas chez moi, il est forcément au niveau de l'infra. Et ça, on sait que ça mène à rien, et ça frustre surtout beaucoup les gens, et ça ralentit de beaucoup les process de livraison en production. Du coup, là, il y a la méthodologie DevOps qui a été mise en place et proposée. Donc, en fait, c'est pas une solution, DevOps, c'est pas juste des produits en disant je mets ça et je fais du DevOps. Quoi. DevOps, c'est vraiment une politique globale au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que ça n'intègre pas que les devs et les ops, mais aussi le métier qui doit s'intégrer dans cette façon de travailler. L'idée, c'est quoi? C'est de livrer souvent, superviser tout le temps avec des outils typiquement App Insight qu'on retrouve dans Azure, qui permettent d'avoir du monitoring très précis sur qu'est-ce que fait mon utilisateur, par où il passe, quel problème il a eu, est-ce qu'il est revenu, etc. Ça, nativement, sans avoir à mettre ni du Google Analytics, ni de rien du tout, ça le fait tout seul. Voire avoir des retours. S'il y a des problèmes, pouvoir les livrer fréquemment. Et en fait, tout ça dans une espèce de boucle infinie d'amélioration continue, avec des builds à chaque fois pour être sûr que tout ce qu'on développe, ça compile, ça marche, et il n'y a pas de régression à chaque fois qu'on livre, etc., etc. Et sachant que plus on livre fréquemment, moins il y a de chances de casser des choses. Alors qu'un package tous les 3 semaines avec 45 correctifs et 15 évolutions, forcément, la probabilité qu'il y ait quelque chose là-dedans qui ne marche pas, elle est quand même assez élevée. Et si on veut revenir en arrière, on est obligé de faire un rollback de l'intégralité de tout ce qu'on a livré. Là, on a plus ce problème-là en mode DevOps. Alors, on va rentrer un peu plus sur les outils. Alors, la première étape qu'on met généralement en place et qui change un petit peu de ce qu'on faisait avant. Avant, souvent, ce qu'on faisait quand on devait déployer des choses, c'est on scriptait tout avec du vrai code impératif qui disait déploie ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et il fallait maintenir ce code-là en plus de devoir maintenir notre code. Ou alors, on faisait tout à la main,
ce qui n'était pas incroyable si on devait déployer une dev, une pré-prod, une prod. Là, il y a des choses qui sont arrivées, donc Terraform, c'est un exemple, hein, mais l'idée, c'est de l'infrastructure as code, c'est-à-dire qu'on vient déclarer dans des fichiers qui ont un format particulier notre infrastructure sans dire dans quel ordre ça doit être déployé. On dit juste, bah voilà, j'ai besoin d'une base SQL, j'ai besoin de 2 frontaux web, j'ai besoin de 3 tâches planifiées et d'une VM, par exemple, imaginons. Chacun des services va dépendre potentiellement des uns des autres. Typiquement, le frontal web a besoin de la chaîne de connexion vers la base SQL. Bah, automatiquement, Terraform va être suffisamment intelligent pour dire, OK, bah, le frontal web a besoin de la base de données, donc je vais d'abord déployer la base et ensuite prendre la chaîne de connexion de la base de données et l'injecter dans les paramètres de mon frontal web. L'idée, en fait, c'est qu'on ait le même code en dev, en recette et en prod. Donc, il n'y ait pas un package spécifique pour la prod où on peut se dire, bah, OK, mon package, il marchait en recette, mais vu que ce n'est pas exactement le même en prod, bah, c'est normal qu'il y ait un risque que ça ne marche pas en prod. Là, au moins, c'est le même package. Tout est juste de la configuration et tout est déployé automatiquement au niveau de l'infrastructure. Et infrastructure qui est du coup aussi ISO entre le dev, la recette et la prod. Pas forcément au niveau de la capacité, c'est-à-dire qu'on va évidemment pas mettre des frontaux très puissants en dev, mais par contre, la structure, en disant j'ai 3 frontaux et j'ai une base de données, bah, ça sera la même sur les 3 environnements. Donc là, on a juste mis un petit exemple, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, de comment ça se déclare. Mais en gros, c'est juste, on dit, bah, j'ai une ressource de type function app qui s'appelle flux adhérent. Ça nous permet du coup de réinjecter ça dans d'autres variables, à d'autres endroits par exemple. Là, on a pris l'exemple d'un client au hasard, hein, c'est du vrai code hein, qui existe. Il n'y a rien de secret dans ce cas-là. Mais on voit en fait qu'on peut utiliser à la fois des variables, typiquement var.en, on va voir .location, bah, c'est des variables qui vont changer en fonction de l'environnement sur lequel je suis, prod, recette, etc. Et ensuite, on peut se servir de variables qui viennent d'autres sources, typiquement Azure RM resource group extranet.name, bah, en fait, c'est le nom du resource group pour pas que j'ai à mettre en dur le nom du resource group dans chaque ressource. Ensuite, ce qu'on montre sur le slide là, on rentre un peu dans le détail de comment marchent les principes DevOps. Donc, vous avez dû entendre parler d'intégration continue, de delivery, de continuous delivery, etc. L'intégration continue, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'à chaque fois qu'un développeur fait soit un fixe, soit développe une évolution, il y a une étape classique sur du process Git qui est du coup de faire une pull request. La pull request va être validée et ensuite, ce code-là va être automatiquement compilé. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'on avait fait 400 et quelques versions du projet. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'un développeur a fait une évolution ou a développé une fonctionnalité, bah, du coup, il y a eu un build pour s'assurer que ce qu'il avait fait fonctionnait et respectait un certain nombre de choses. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut à la fois builder du .NET, on peut builder, là c'est un exemple avec du Node, on peut builder du Python. Les sources peuvent être à la fois dans TFS, mais elles peuvent être très bien sur GitHub ou complètement ailleurs, ça pose aucun problème. Mais l'idée, c'est de à chaque fois que quelque chose est fait, de pouvoir le générer. Ça nous donne quoi? Ça nous donne à chaque fois qu'un build est réalisé, ça nous donne un résultat dans lequel on sait est-ce que ça a marché ou pas, on sait quels sont les artefacts qui ont été générés. Donc les artefacts, c'est les fichiers que ensuite on va pouvoir déployer. On sait que ça a été associé à un work item. Donc comme ça, je sais que dans tel build, j'ai tel work item. Typiquement là, sur cet exemple-là, on voit qu'il y avait eu la pull request 415 qui correspondait à un fixe sur un mot de passe. Bah, je sais que c'est cette pull request-là qui est liée à mon build. Donc je sais exactement à chaque fois ce qu'il y a dans chaque build. Je sais également que en bas, si on voit les déploiements, on voit sur quel environnement le package a été déployé. Et on voit par exemple que bah, ça a été déployé sur 2 environnements avec succès et que ça crash sur un des environnements. Ensuite, on a ce qu'on appelle les pipelines de release. Donc là, c'est sur la partie continuous delivery. Donc en fait, on a notre build. Une fois que notre build est fait, on va pouvoir déployer sur nos environnements. Donc là, typiquement, l'exemple qu'il y a là, donc on a 2 environnements, un dev et un recette. On voit qu'ils s'enchaînent, c'est-à-dire que automatiquement, quand un build est fait, il est déployé sur notre environnement de dev de manière automatique. Et ensuite, on peut définir des conditions pour dire bah, est-ce que je déploie en automatique sur la recette si ça a déployé sur le dev, par exemple? Est-ce que ça doit être validé par quelqu'un? Est-ce que c'est un déploiement annuel? Est-ce que ça doit passer un certain nombre de tests? Donc tout ça, on peut le configurer. Et en fait, l'idée, c'est que on n'est plus à faire aucun déploiement manuel. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, on a fait
70 déploiements depuis la mise en prod, on a fait 450 ou 500 déploiements depuis le début du projet sur l'exemple qu'on donnait au début, on en a fait 0 à la main. Voilà. C'est ça l'important, en fait. C'est que c'est toutes les tâches, comme on disait tout à l'heure sur la partie IA, c'est toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, ça ne sert à rien de les faire à la main. Donc c'est dans le même concept, dans la même idée que ça. Et ensuite, on a un dashboard avec quelles releases sont déployées sur quel environnement. Donc les petits carrés, chaque carré représente un environnement. Là, on a dev, recette et prod. Donc on voit que les dernières releases ont été déployées en automatique sur le dev. Et la release 42, elle a été déployée sur la recette et la production. On peut également, du coup, dans Azure DevOps ou dans TFS, on peut également piloter tout ce qui va être capacity planning et savoir où on est sur notre projet. Donc, on va pas rentrer dans le détail particulièrement. C'est quelque chose de très classique, mais le gros intérêt, au-delà de pouvoir dire telle personne a fait ça, ça permet aussi et surtout de savoir dans chaque release automatiquement qu'est-ce qui a été livré dans chaque release. Automatiquement, c'est calculé. Par exemple, imaginons que j'ai livré la release 40 sur la prod, et puis j'ai pas livré la 41, pas la 42, pas la 43, mais j'ai livré la 44, automatiquement, il va me dire, entre la 40 et la 44, parce que c'est la dernière version qui a été livrée sur l'environnement de prod, il y a ce ticket-là, ce ticket-là, ce ticket-là. Donc ça fait notre release note automatiquement. Et on peut dire à notre client facilement, on t'a livré ça, sans avoir à forcément devoir suivre ça de manière très précise. Ensuite, on a un exemple juste de dashboard pour savoir par rapport à nos sprints. On peut gérer différentes équipes qui n'ont pas forcément les mêmes sprints. Là, c'est vraiment une vue très macro du projet pour savoir où on en est, quand est-ce qu'on va le livrer, on peut mettre des dates, etc. Donc là, c'est vraiment du pilotage projet. Ça montre aussi que cette méthodologie et ces outils, comment dirais-je, s'intègrent et s'imbriquent bien dans une notion d'agilité également. C'est-à-dire que le projet doit être vu. On parle d'architecture microservice, on parle de modularité, on parle de fréquence, d'itération. Donc vraiment, ça s'applique vraiment dans une démarche projet agile. Et l'outillage qui va venir autour permet de gérer ça de manière complètement fluide et complètement intégrée. Alors, en guise de conclusion, on a montré quand même quelques éléments. C'est pas forcément exhaustif. On aura peut-être des questions à la fin, mais voilà, quels sont les points d'attention, comment commencer, comment s'y prendre. Notre recommandation sur un sujet comme celui-là, et voilà, elle peut être d'abord d'envisager si c'est une transformation que l'on va opérer en interne par rapport à ses équipes, par rapport à sa façon de travailler, de commencer par un MVP, donc un minimum viable product. Voilà, c'est plus qu'un proof of concept parce que on sait que ça fonctionne. C'est plutôt la démonstration sur un périmètre relativement maîtrisé pour un résultat assez rapide qui va être suffisamment démonstratif. Voilà. Donc c'est un prototype comme une preuve. Des investissements maîtrisés, relativement limités, et puis un temps d'implémentation, de réalisation relativement court pour entretenir et garder une certaine dynamique. Oui. En fait, on n'est pas obligé d'être full DevOps tout de suite. Imaginons qu'on ait, 30 sites internet dans une entreprise, que ce soit du frontal, e-commerce, un intranet, un extranet, etc. On n'est pas obligé de se dire du jour au lendemain, moi je vais être full DevOps et je vais tout mettre en DevOps tout de suite, parce que concrètement, c'est pas possible. L'idée, c'est de le faire sur un projet, de voir que ça marche, de faire de la communication en interne, de l'évangélisation presque en interne, en disant, regardez, vous, votre projet, vous mettez 3 semaines à le déployer à chaque fois, moi, je mets 2 heures. Forcément, au bout d'un moment, les gens vont comprendre l'intérêt que ça a, et petit à petit, ça va se faire. On ne peut pas tout faire d'un coup. Voilà. Donc, voilà, pour vraiment synthétiser ce qu'on vient de se dire, identifier un projet pilote suffisamment démonstratif, ça peut être notre MVP. Donc, ce projet pilote, il peut être plus large, mais on va identifier un sous-projet ou un périmètre dans ce projet, dans ce sujet,
qui va nous permettre d'établir ce MVP. Comme le disait Kevin, dans une logique de transformation, bon, on ne peut pas imaginer faire de Big Bang, il faut y aller en agilité, sous forme d'itération. Il y a aussi une dimension change, une dimension méthode de travail, une dimension compétence qu'il faut appréhender. On va en parler, mais et puis donc, idéalement, c'est se faire accompagner aussi avec, pourquoi pas Expert Time, hein, osons le dire, par rapport à des expériences que nous on peut avoir, comme ce cas là de business platform B2B, voilà, qui nous permettent aujourd'hui finalement d'en extraire des bonnes pratiques, de ne pas tomber forcément dans des écueils et donc pouvoir faire bénéficier de notre retour d'expérience. C'est important quand même aussi de pouvoir se faire aider au départ. Et je me permets juste de rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais en fait, malgré tout, en fait, c'est des métiers aussi qui vont changer. C'est-à-dire que aujourd'hui, le métier d'infra qu'on connaît classiquement sur du on-premise classique, forcément, quand on passe sur une méthodologie comme ça, bah, c'est plus tout à fait le même. Et donc, en fait, il y a une vraie conduite du changement à faire, à la fois du côté du métier, du côté des devs, parce que bah, aussi leur métier va changer, et aussi et surtout du côté de l'infra, qui voit, à mon avis, le plus son métier évoluer depuis l'arrivée du cloud. Mais c'est important en fait d'intégrer tout le monde pour pas que des gens se retrouvent soit lésés, soit derrière, soit tout ça, qui comprennent bien l'intérêt que ça a de passer sur cette méthodologie. Et le fait de gérer les sujets suivant des méthodes agiles, va permettre aussi de rassembler tout le monde et de mettre tout le monde dans un même rythme, dans une même dynamique, avec les mêmes attentes et des prises de conscience, on va dire, alignées, quoi. Depuis le métier qui exprime son besoin et qui a envie d'avancer sur son aspect performance business, jusqu'à effectivement l'équipe Ops qui est au plus près, on va dire, de la ressource technique et qui, par contre, elle, va plutôt se consacrer à des tâches ou à des actions à plus forte valeur ajoutée, de manière beaucoup plus normalement simple et rapide, et donc certainement avoir une satisfaction en termes de service rendu au business beaucoup plus probante et beaucoup plus perceptible. Donc très rapidement, par rapport à nos activités sur Azure, voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même, comme je disais, quelques années qu'on travaille sur ces sujets. Aujourd'hui, on est capable d'opérer sur des problématiques de consulting technique, d'intégration applicative, de sujets de data également, hein, de transformation d'écosystèmes et d'infrastructures de données, et puis de management des opérations dans une logique plutôt support service managé. Nous sommes également fournisseurs de services Azure en tant que cloud service provider. Voilà. Bon, d'un point de vue tout simplement compétences et award, voilà, on était en 2016 partenaire de l'année Microsoft France. Nous avons tous les niveaux de certification Gold correspondants. Comme je disais, on est Cloud Solution Provider et nous sommes également partenaire TSP de Microsoft sur des sujets liés à leur plateforme et leur technologie. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Alors, une question qui revient souvent, c'est pour une équipe, on va dire, études-développement classique, ou voilà, peu importe le contexte, hein, qu'on soit chez un client final ou dans une agence, une CS2I, quelle est la marche, la hauteur de marche? Quelle est la difficulté? Est-ce qu'on peut monter en compétence assez facilement? Comment ça se fait? Voilà, parce que c'est un gros sujet. Un développeur qui sait travailler, admettons, en
en .NET, qui sait utiliser des logiques services, combien de temps il va mettre pour travailler avec les outils, la méthode DevOps? Ça va lui prendre combien de temps? Alors, ça dépend d'où il part. Ça dépend d'où il part, mais quelqu'un qui est à l'aise avec Git, qui est à l'aise avec ces choses-là, aura un temps d'avance, parce que malgré tout, aujourd'hui, tout est sur Git, et c'est quand même le contrôle de code source qui répond le mieux aux problématiques comme ça, parce qu'en fait, on a tout ce qui est pull request, tout ce qui va être branche, etc., sans la lourdeur de ce qu'on pouvait avoir sur du SVN ou sur du TFS. Pour moi, la montée, elle est pas, la marche n'est pas très haute pour quelqu'un qui est à jour sur ces technos. Elle l'est encore moins si on est sur Azure, parce que comme je disais, on passe, au final, on n'a même plus du tout cet aspect déploiement compliqué, faire la doc, faire machin, le fait que notre machine, elle n'est pas exactement comme le serveur, donc il y a potentiellement des problèmes entre les deux, etc. Là, on n'a plus tous ces problèmes-là. Donc pour moi, pour un développeur, c'est pas énorme. Ça demande surtout pour moi beaucoup ça demande un travail supplémentaire, mais qui apporte de la qualité sur le projet, plutôt à la personne qui va être lead dev ou architecte, peu importe comment on l'appelle, qui lui va du coup valider le code qui est fait par les développeurs, ce qui malgré tout, peu importe qu'on soit en DevOps ou pas, me paraît, moi en tout cas, quelque chose d'intéressant, et pas juste le développeur fait son travail et personne valide. Je parle d'un point de vue technique, pas d'un point de vue recette au métier, vraiment d'un point de vue technique, la qualité de ce qui a été produit. Donc là, on a cette étape-là qui est obligatoire, qui déclenche le build pour s'assurer que du coup, tout fonctionne correctement et que le développeur n'a pas cassé quelque chose. Donc pour moi, cette étape-là, elle n'est pas très compliquée. Par contre, effectivement, chaque métier, que ce soit le dev, l'architecte, la personne de l'infra, chacun a des changements dans sa façon de travailler de tous les jours, en fait. Pas énorme, mais qu'il faut intégrer et qui demandent peut-être un peu plus de rigueur, un peu plus de travail sur certaines choses. Mais vu qu'on a enlevé tout un tas de tâches qui servaient absolument à rien, de documentation, de comment j'installe ça, d'envoyer le package, de 36 000 échanges à chaque fois, en fait, ce temps perdu qui nous fait gagner en qualité sur le projet, en fait, au final, on ne perd pas tant de temps que ça, comparé et la partie Terraform sur l'infrastructure as code, c'est très bien documenté. Et ça s'applique, là on l'a montré pour Azure, mais ça marche sur AWS, ça marche sur Google Cloud Platform, ça marche sur à peu près tout ce qui a une API. C'est pareil, moi typiquement, si on prend mon cas, moi je me suis auto-formé, j'ai pris un peu de temps pour le faire quand même, malgré tout, mais je me suis auto-formé et on l'a mis dans le cadre d'un projet en partant de zéro, donc ça s'est fait assez naturellement, mais ça demande quand même un peu de temps, et je pense que sur une architecture existante, pour migrer des choses déjà existantes et pas sur un nouveau projet entièrement, là il y a besoin pour moi d'accompagnement quand même malgré tout. Si on veut pas partir n'importe comment, parce que malgré tout, ce qu'on a pu voir nous sur le projet dont on parle, c'est que les builds et les releases, concrètement, je les ai refaits et refait au moins 4 ou 5 fois avant d'arriver au résultat qui, moi, me convient aujourd'hui. Et en fait, tout ce retour d'expérience-là, c'est quelque chose qu'on peut transmettre aujourd'hui, en fait, sur la façon de bien faire les choses, etc. D'accord. Ce qui peut faire gagner du temps, en fait, dans le cadre d'une vraie migration. Du coup, ok. Et la relation avec les personnes plutôt donc Ops, celles qui vont opérer un petit peu, manager les services, du coup, en termes de travail, en termes de ce Wall of Confusion, vraiment, il n'existe plus, quoi. Il n'existe plus. Alors après, il faut voir jusqu'où va le métier du dev où s'arrête le métier du dev et où commence celui de l'Ops. Parce qu'en fait, du coup, cette fracture, entre guillemets, ou cette différenciation disparaît un peu. Moi, aujourd'hui, avant, je faisais pas du tout d'infra et j'aimais quand même pas trop ça. Aujourd'hui, sur la partie, sur le projet, la partie infrastructure as code, c'est moi qui l'ai faite. Les builds et les releases, c'est moi qui les ai fait. Par contre, effectivement, le suivi, s'il est toujours fait par quelqu'un dont c'est le métier, même si ça pourrait, sur le papier, être fait par quelqu'un qui est dev, si on est totalement honnête. Mais sur du très gros projet, on garde la partie monitoring, la partie alerte, la partie surveillance des performances de la base, etc., du côté infra, parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de faire avant, parce qu'il fallait mettre à jour les VM, etc. Par contre, effectivement, le métier du dev, lui, marche un petit peu, pas marche dessus, mais le dev va faire un peu plus d'infra. Empiète un peu, voilà. Mais effectivement, la partie plus le but, c'est vraiment que les deux travaillent et les deux se
parle en fait. Voilà. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant. Et c'est quand même beaucoup plus fluide. Et comme tu le disais, les ops, finalement, peuvent plus se consacrer à également de leur côté optimiser la performance, vérifier que voilà, mettre le bon monitoring, être beaucoup plus attentif. Et en fait, les tâches à valeur ajoutée, en fait, voilà, l'idée c'est vraiment, si on résume, hein, c'est enlever les tâches qui servent à rien et garder que les tâches à valeur ajoutée. Et c'est en plus, d'un point de vue personnel, plus gratifiant de faire des tâches qui apportent quelque chose où on peut dire, bah voilà, j'ai fait ça, le résultat c'est ça, et vous voyez un résultat plutôt que de dire, bah ok, j'ai fixé tel patch de sécurité, exactement. Et en fait, bah, tant qu'il n'y a pas le pro, ça n'a pas de valeur. Enfin, ça a une valeur si jamais on se fait attaquer, mais ça n'a pas de valeur ajoutée directe d'un point de vue business. Très bien. Merci Kevin, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et bien, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir.